Madame Aminata Touré, pourriez-vous vous présenter et revenir plus en détail sur votre parcours académique et professionnel? Je m'appelle Aminata Touré, mais je suis communément connue sous le nom de Mimi Touré. Et voilà, je suis né à Dakar. Mes parents, mon père était médecin, ma mère sage-femme. J'ai grandi sur plusieurs parties du territoire. J'ai fait mon école primaire à l'école régionale de Tambacounda. J'ai commencé le lycée, la 6e à Kaolack, et de la 5e à la terminale. J'ai fréquenté le lycée Van Vollenhoven de l'époque, qui s'appelle maintenant le lycée Lamine Gueye. Et ensuite, j'ai fait mes études en France, d'économie. Et ensuite, bien plus tard, j'ai fait mon doctorat quand je travaillais et que j'étais déjà mère de famille. J'ai commencé ma carrière à la Société des transports en commun du Cap-Vert. C'est l'ancêtre de Dakar Dem Dikk. Et ensuite, j'ai travaillé dans les ONG, l'Association sénégalaise pour le bien-être familial. Et ensuite, le reste de ma carrière, pendant 24 ans, je l'ai passé aux Nations Unies, au Burkina Faso d'abord, en Côte d'Ivoire, et pendant une dizaine d'années aux États-Unis. Et donc, la veille de l'élection de 2012, j'ai soutenu le président Macky Sall. On avait travaillé plusieurs mois auparavant sur le programme Yoonu Yokkute. Et quand il a gagné, je suis devenu ministre de la Justice, ensuite Premier ministre, et j'ai dirigé le Conseil économique, social et environnemental. Ensuite, je suis devenu député pour une courte période, où j'ai été expulsé illégalement de l'Assemblée. Et aujourd'hui, je suis haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye. Et je suis membre du comité des experts de l'ONU sur l'administration publique, où j'ai toujours d'ailleurs un mandat de 5 ans. J'en ai déjà accompli 2. Et j'ai également eu à diriger des missions d'observation d'élections présidentielles dans quelques pays, à l'île Maurice, en Côte d'Ivoire, en Guyane, au Libéria, parmi d'autres activités. Je suis une militante des droits humains engagée, je suis une militante politique qui s'assume depuis plusieurs années. J'ai commencé ma carrière politique très jeune, dans un contexte tout à fait différent, mais je suis restée une militante. Voilà. En résumé, ce que je pouvais dire, mais ma fonction qui me rend au-delà de tout la plus fière, c'est que je suis mère de 3 enfants et grand-mère de 2 enfants. Vous avez été la seconde femme à la tête du gouvernement sénégalais après Madame Mame Madior Boye. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Bon, mais même des hommes qui dirigent des hommes à ce niveau de responsabilité, c'est difficile, hein? Donc, la fonction de Premier ministre est une fonction, disons, extrêmement prenante. Vous devez coordonner tous les ministères, vous devez vous assurer que les instructions du président de la République sont bien suivies, vous devez gérer le front social, discuter avec les syndicats. Voilà, donc qu'on soit homme ou femme, c'est une fonction très très difficile et qui prend du temps. Mais quand vous êtes une femme, j'imagine que c'est les mêmes contradictions qu'on retrouve dans la société. Et c'est les mêmes qui se présentent devant vous. Voilà, des hommes qui rechignent un peu, mais qui finissent finalement par comprendre que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de compétence. Voilà, donc la difficulté, c'était plutôt la tâche elle-même, mais je pense qu'il y avait une reconnaissance de l'ensemble des ministres, de mon leadership. Ça, c'était pas ça le problème. Bon, j'avais d'autres types de problèmes avec le président qui m'avait nommé lui-même, qui me voyait plutôt comme une simple exécutante de ses instructions. Et ça, je crois qu'il y avait une dynamique aussi homme-femme. Évidemment, ce n'est absolument pas mon genre. Ça, c'était la difficulté, certainement. Parce que lorsque vous avez des rapports professionnels, etc.,
Il y a des rapports qui n'ont rien à voir avec la profession, qui s'y mixent dans la relation. Je crois que c'est un comportement naturel des hommes que de penser qu'ils doivent avoir toujours le dessus sur les femmes parce que ainsi va la nature. Mais les choses ont beaucoup évolué et ont beaucoup changé. Donc j'invite les plus jeunes à faire preuve de professionnalisme, d'expertise. Et ça balaye tous les stéréotypes très très rapidement. En fait, quand dans un dossier technique, votre expertise ne souffre d'aucune contestation, tout le monde se remet dans les rangs, pour ne pas dire à sa place. Malheureusement, on exige des femmes plus d'expertise. Et on doit l'accepter parce que c'est aussi une des conditions pour élargir aussi la présence des femmes au sein de l'exécutif. Ceci étant dit, la participation des femmes, c'est un droit. On ne doit pas juste dire, bon, on va chercher les plus compétentes, parce que chez les hommes, on ne va pas chercher les plus compétents, justement. On ne va pas s'engager dans un concours de médiocrité non plus. Mais il faut aussi que les femmes comprennent que ce n'est pas parce qu'on est femme seulement qu'on doit être à la place où on est. On doit être une femme compétente qui peut délivrer justement sur des objectifs, surtout de développement auxquels aspire notre pays. La loi sur la parité a été un tournant majeur pour la représentation des femmes au Sénégal. Selon vous, quel a été son véritable impact sur la participation des femmes dans la politique sénégalaise? Oh, ça a été une révolution. Vous savez, nous faisons partie des pays qui ont le plus fort taux au monde de représentation des femmes à l'Assemblée nationale ou au Parlement, ou même dans toutes les instances électives, y compris dans les conseils municipaux ou les conseils départementaux. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes devant la France, devant les États-Unis, devant l'Angleterre. Donc, c'est une avancée majeure. Ça a été le fruit de plusieurs décennies de combat. Et je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes qui, bien avant nous, se sont battues pour qu'on en arrive là. Mais également reconnaître aussi que c'est sous le président Abdoulaye Wade que cette mesure a été prise, une mesure avant-gardiste. Bon, le président Macky Sall l'a mis en œuvre, mais il faut continuer. Le combat n'est pas fini. Nous voulons une parité à tous les postes nominatifs. Ça, c'est le combat qu'il faut mener et y croire, parce qu'il y a suffisamment de femmes compétentes dans tous les secteurs pour qu'elles puissent aussi occuper tous les postes de responsabilité. Donc, je pense que, en résumé, c'est déjà le mouvement des femmes, de la société civile, il faut le dire, à un moment le leadership aussi de certaines ministres de la femme qui ont pu convaincre justement le président de l'époque pour voter une loi aussi avant-gardiste. Je ne sais pas s'il se rendait compte du caractère avancé d'ailleurs de cette loi. Il avait peut-être une idée derrière la tête, je ne sais pas, mais en tout état de cause, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça a été sous le magistère du président Abdoulaye Wade que cette loi historique a été votée, mais c'est le combat de plusieurs décennies de femmes leaders à qui il faut continuer de rendre hommage. Et on espère que les générations beaucoup plus jeunes que nous, nos filles, nos nièces, vont continuer ce combat parce qu'en matière d'égalité de droits, rien n'est définitivement acquis. Ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est une dynamique perpétuelle. Bien que des progrès aient été réalisés, les femmes occupent encore peu de postes au sommet de l'État. Quels sont, selon vous, les principaux freins? Un des freins, je pense que c'est qu'elles ne sont pas suffisamment impliquées dans les instances décisionnelles des partis. Elles y sont très minoritaires. Quand le parti prend le pouvoir, il gouverne avec ceux qui s'étaient impliqués. Donc c'est un appel que je fais aux femmes. La politique, c'est dur, c'est rude. Vous voyez bien, hein, vous êtes là, vous avez dû m'attendre pendant 4 heures de temps, pendant lesquelles j'étais dans les activités politiques. Mais c'est le prix à payer. Il faut que les femmes se positionnent dans les instances de décision des partis politiques. Parce que c'est dans les partis politiques qu'on choisit les dirigeants. Ça, c'est normal. Ceux qui se sont battus, qui ont cherché les suffrages, disons, des électeurs, une fois qu'ils gagnent, vous n'allez pas importer du personnel étranger. Donc, il faut que les femmes, stratégiquement, n'aient pas peur de la politique, s'y engagent et cherchent aussi à être surtout
dans les instances de décision, pas seulement cantonnées dans les mouvements de femmes, mais qu'elles soient dans la hiérarchie complète des partis politiques et qu'elles s'affirment. Et à ce moment-là, ça facilitera leur nomination dans des postes exécutifs. Mais moi, je voudrais appeler tous les gouvernements africains à mettre en œuvre les dispositions de la charte africaine qui dit clairement que la parité doit s'exercer à tous les niveaux de gouvernance. Bon, on va y arriver par, comme je l'ai dit, beaucoup d'abnégation. Mais si on a pu avoir la parité dans les instances électives, ce que les Sénégalais acceptent comme une norme, on doit pouvoir l'avoir ensuite au niveau nominatif dans l'exécutif. Et on appelle aussi nos autorités à prêter beaucoup plus d'attention à la nomination des femmes, parce que des femmes compétentes, il y en a partout. Mais pour faciliter cette nomination, il faut que les femmes s'engagent en politique aussi. Certains estiment que la parité ne devrait pas primer sur la compétence. Quelle est votre vision sur ce sujet? Bon, c'est ce qu'on doit débattre. Pour moi, il faut être compétent. Mais cette compétence, vous l'avez aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le seul critère, ça ne peut pas être on nomme une femme. On combat aussi le fait qu'on nomme des hommes incompétents. Et ça a été depuis très longtemps. On a nommé des hommes incompétents. Personne n'y trouve à dire, mais quand la femme est incompétente, là, tout le monde crie au scandale. Donc, il faut que ce critère d'excellence s'applique à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, et que sur cette base-là, on fasse prévaloir l'équité et l'égalité. Si on fait un appel à candidature, vous trouverez d'excellentes femmes, d'excellents hommes. Et si au sein d'une entreprise à compétences égales, pour rééquilibrer le ratio genre, il faudrait à ce moment-là prendre une femme. Mais l'exigence de compétences s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ça aussi, c'est un message pour les femmes. Ce n'est pas parce qu'on est juste une femme qu'on doit être nommée. Non, il faut être une femme compétente. Mais des femmes compétentes, il y en a dans tous les domaines. Donc, ça ne peut pas être une excuse. Et des hommes compétents, il en faut également pour que, justement, on puisse faire avancer nos pays.